Laissez-nous. Tu as mal. Eh oui. Mais la torture est parfois nécessaire, Wallace. Elle exalte le moral des soldats en guerre. Je parle bien sûr de la torture des autres. Vois-tu, tu t'es fait repérer justement à cause de ton langage. La culture laisse chez nous autres des traces indélébiles. Oui, je sais. Je ne comprends pas comment un homme comme toi a pu devenir... Et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est l'inverse. Comment un homme comme moi a-t-il bien pu rester dans l'ombre si longtemps, jouer les comparses, avant de découvrir la puissance qui était en lui? Parce que... T'en rends-tu compte de ce que peut faire un homme intelligent dans un pays comme celui-ci, où les hommes les plus frustes et les plus ignorants ont pu s'imposer et réussir? Je m'en rends compte, mais toi, tu ne sembles pas avoir conscience de ce que tu es. Tu te crois fort, mais tu es un faible en réalité. Quand tu étais à Boston, tu étais un civilisé parmi les autres civilisés. Ici, tu es un violent parmi les violents. Tu te laisses influencer par le milieu où tu vis, comme un caméléon. Tu n'as pas su profiter à fond des leçons que tu as reçues, Wallace. Tu n'as rien compris à ce qu'est la violence. Un violent, quand il est seul, s'appelle un hors-la-loi. Quand il y en a 100, c'est une bande. Quand ils sont 100 000, c'est une armée. Ce n'est pas plus compliqué. Il suffit de franchir les limites de la violence individuelle qui est criminelle pour atteindre la violence de masse qui fait l'histoire. Vois-tu, Wallace, ça m'a fait plaisir de discuter pour une fois avec quelqu'un capable de me comprendre. Ceux-là ne comprennent que les choses les plus élémentaires. Pour ces gens, par exemple, un espion doit être puni. La raison d'État, Wallace. Toi qui as étudié, tu sais pourquoi j'agis de la sorte. Sans haine, mais avec commisération. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, je passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh, nom de Dieu, bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Je m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Prost. Oh, ton cul. C'est mon génie. Non, moi, je veux que vous vous mettiez bien ça dans le crâne. Vous et moi, on n'est pas des potes. Vous et moi, on n'est pas mariés, on ne va pas faire une petite balade au clair de lune, vu? Et m'appelez pas sergent. Appelez-moi Syke ou Matt si vous y tenez, d'accord? Je m'appelle Samuel. À quoi pensez-vous? Sam Francisco. Sam Francisco? Ah non, moi je peux pas ça. Hein. Je peux pas dire ça. Je peux pas vous présenter aux gens en vous appelant Sam Francisco. Hein? Je vais vous appeler Georges. Georges? D'accord. D'accord. Ah, ils vous ont filé de ces noms. Vous savez, j'en ai entendu un paquet, hein, comme Humphrey Bogart, Harley Davidson. Moi, je crois que ces pauvres mecs, ils ont dû finir chef à force de trouver des noms pour un quart de million de populos. Dites-moi, Georges, est-ce que vous vous trouviez pas en bout de liste, par hasard? Oh non. Ah. Mon véritable nom est Stangia Solensa. Solensa, bien sûr, et à vos souhaits. Merci. Je vous appellerai Georges. Bien. Merci. De toute façon, ça vous gêne pas si on pense que votre nom est un peu bizarrin, vous en foutez pas mal? Ça alors, absolument. C'est comme le vôtre. Psyche. Je suis sûr que vous vous moquez qu'il est pour nous des consonances comme psychis. Deux mots qui veulent dire dans notre langage excrément et tête d'os. Ou enfoiré. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Pour une émission consacrée à des sorties DVD Blu-ray, une émission catalogue en quelque sorte, même si on n'aime pas beaucoup faire ça, mais c'est vrai qu'on en a reçu beaucoup, qu'il y a des choses plus ou moins intéressantes qu'on a eu entre les mains et c'était l'occasion de revenir sur certains objets pas mal des années 80 finalement hein, dans cette émission, j'ai l'impression, même si on en a mis de côté quelques-uns. On démarrera notamment avec le futur immédiat Los
Los Angeles tu viens de me dire son nom, je l'ai oublié. Graham Baker. Et je crois que c'est Futur immédiat Los Angeles 1991. Oui, c'est ça. Ouais. Le titre original, c'est Alien Nation, qui était pas si dégueulasse que ça, qui aurait pu rester d'ailleurs, mais non. On va y revenir tout de suite pour démarrer cette émission. Ensuite, on parlera notamment du dernier face à face de Solima, qui est ressorti lui chez Whiteside. Merci. Et puis on dira aussi un mot quand même. Alors c'est chez Carlotta, hein, je crois, à armes égales, The Challenge de John Frankenheimer, un film de 82. Ouais. Ah oui, c'est The Challenge. C'est The Challenge, oui, le titre original, oui. Ouais. Que pas, bon, bref. Et puis on verra si on a le temps pour autre chose. On va déjà se baser sur ces trois objets-là. Démarrer donc avec ce futur immédiat Los Angeles 1991. Alien Nation me paraît très très bien pour parler de ce truc-là. C'est fin 80 si je dis pas de conneries. Merde. Ça doit être 88. J'ai vraiment pas du tout travaillé. Non, mais je crois que c'est 88 justement. C'est-à-dire que ça fait partie de ces films comme même New York 97 aller un peu plus loin dans le futur. Mais voilà, là, il prenait pas trop de risques. Oui, c'est ça. Ça se passe en quelques années. Finalement, les extraterrestres débarquent sur Terre. On a une petite séquence au début du film qui nous explique, voilà, il y a eu un vaisseau extraterrestre qui a débarqué. Et puis, les extraterrestres ont réussi à s'intégrer finalement à la société américaine, notamment à Los Angeles, et à s'intégrer dans même pas les plus hautes fonctions, puisque justement, ils ont un peu de soucis. C'est plutôt les hispanos ou les noirs toutes les communautés ethniques. Ils sont même ghettoisés, mais ça n'a pas empêché certains extraterrestres de se faire beaucoup d'argent, et puis même l'un d'entre eux va devenir inspecteur de police et travailler avec James Caan pour essayer de trouver les meurtriers de l'ancien partenaire de James Caan. Donc buddy movie, années 80, buddy movie, science-fiction, Terrence Stamp déguisé en extraterrestre. Des extraterrestres qui ressemblent pas à grand chose, même si j'ai pas de critique particulière à faire sur les maquillages qui ont l'avantage je pense de pas être trop compliqués. C'est des masques en latex, et ce qui permettait d'en mettre sur beaucoup de têtes différentes et de garder les visages même des acteurs. Et du coup, on reconnaît un peu Terrence Stamp, par exemple, jouer ce type qui, lui, en tout cas, a une position dans la société, même si, voilà. Et surtout, c'est une production Gala Nerd, donc si je dis pas de conneries, c'est Terminator, aussi. C'est l'ex de James Cameron. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais on a reçu aussi du coup le Blu-ray de Comme un chien enragé de James Foley, donc avec Christopher Walken et Sean Penn. Donc pareil, film des années 80 qui est ressorti lui aussi chez Carlotta, qui moi m'a pas particulièrement intéressé comme film, mis à part la présence de Christopher Walken et de Chris Penn, qui malheureusement a un second rôle par rapport à son voilà, c'est ça, à son frère qui est quand même insupportable. Un film qui lui-même me plaît pas particulièrement. Par contre, je me disais putain, il y a un talent de montage un peu quoi dans les coupures, et en fait c'est le monteur de Bigelow et Cameron qui s'est chargé de Comme un chien enragé. J'ai complètement oublié son nom, mais c'était le monteur d'Abyss justement, et puis et qui a continué à travailler avec Bigelow jusqu'à Des mineurs au moins en tout cas. Et voilà, c'était juste pour dire que parfois un bon monteur peut sauver un film. Et puis probablement qu'on aura affaire à ça quand on parlera de armes égales aussi. Forcément, on est sur des films qui sont quelque part à l'économie, quelque part à l'efficacité, voilà. Enfin moi je sais que Futur immédiat, bizarrement, alors que j'étais forcément des années à laquelle où toute la production hollywoodienne de cette époque-là, j'ai été un peu biberonné par ça dans les passages télé, et j'avais jamais vu donc Alien Nation Futur immédiat, j'avais jamais vu ça, et j'ai pris un immense plaisir à regarder ce film. Effectivement, tout y est extrêmement convenu. Il y a absolument rien là-dedans qu'on ait l'impression d'avoir vu 19 fois. Et je parle aujourd'hui déjà surtout. Surtout. Mais après, je pense que le côté buddy movie était déjà un petit peu installé. Enfin, on était vraiment complètement un petit peu là-dedans. 48 heures d'action. 48 heures c'est 82 aussi justement. Voilà, c'est ça. Donc on est vraiment ce truc-là, le polar. Mais moi, j'ai pris un plaisir fou là-dedans pour d'une part une sorte d'inventivité, sans ambition aucune, sans prétention aucune. On s'est tout de suite annoncé comme une sorte de blague. C'est vrai que ce truc de flash télé qui t'annonce directement où tu es, c'est-à-dire dans un monde qui est proche du tien. On est 2 ans plus tard, les extraterrestres ont débarqué, donc c'est quoi les problématiques? Disons qu'il y a un truc qui est intéressant, qui est entre le côté presque documentaire, c'est-à-dire bon bah voilà, on prend ce postulat-là, les extraterrestres ont débarqué et ils sont devenus le lumpen prolétariat de cette société.
Et à côté de ça, on a le côté rigolard qui essaye d'inventer toutes les particularités de ces extraterrestres, c'est-à-dire le fait qu'ils ont une sorte d'intelligence un peu bizarre qui les rend presque comme une sorte de presque aphasique. Il y a une scène que je trouve super drôle où il y a une explication de blague de James Caan à son camarade qui ne comprend pas la blague parce qu'il a une sorte, c'est pas d'aphasie, mais qui ne comprend pas en fait le truc d'humour, le fait que voilà, c'est des gens qui se bourrent la gueule au lait caillé, qui puent, enfin bon, qui ont des noms un peu bizarres parce qu'on leur a collé des noms inventés et ça crée une sorte de comique de répétition qui marche, moi je trouve plutôt bien, entre des personnages qui d'un coup vont s'appeler Rudyard Kipling ou Humphrey Bogart, enfin voilà, c'est plutôt bien amené et puis il y a ce côté, voilà, même dans l'image où on est dans ce truc un peu rugueux, toujours rugueux à la années 80, quoi. C'est-à-dire même la violence, ce côté très urbain. La violence années 80, c'est oui. Quand on se fait tirer dessus et d'un coup t'as une grosse poche de sang qui explose sous la veste du bonhomme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était vraiment propre aux années 80. J'ai l'impression qu'il a disparu un peu depuis, mais qui à revoir aujourd'hui, moi accompagné justement de ce buddy movie, de cet humour-là, fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que les scènes d'action ont un côté extrêmement efficace, brutal, splash, ça fait splash. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Puis t'as vraiment, on est dans un récit. Effectivement, tout est convenu, tout a été déjà vu. Ce qui rend le truc enfin, moi, j'admets que j'avais déjà vu, moi, enfant, je l'ai revu il y a quelques années, je trouvais ça extrêmement sympathique. Là, essayer de le revoir, pour le coup, ça m'a profondément ennuyé, en fait. Moi, après, voilà, plaisir absolu. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est de te dire que voilà, enfin, après, je ne sais pas quel rapport je pourrais avoir par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je prends vachement de plaisir à ça. Je ne l'avais jamais vu. Et pour le coup, j'ai vu depuis des films qui sont complètement inspirés de ça. C'est-à-dire District 9 de Neil Blomkamp. Et puis, surtout ce truc sorti dernièrement sur Netflix, Bright avec Will Smith, qui est exactement vraiment presque un remake du film, à ceci près qu'on est vraiment dans une tonalité beaucoup plus presque heroic fantasy où on a vraiment une pluralité de races et un monde, une sorte de elfes, une sorte de dystopie, voilà, le monde actuel avec comme s'il y avait des orques, des elfes et voilà différentes créatures héritées plutôt de l'imaginaire médiéval, mais cet fantastique. Univers, justement dans Bright, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que justement dans Bright ils ont essayé de créer un univers et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout apparaît vraiment plaqué et surtout il y a une tentative dans Bright de retrouver cette sorte d'esprit buddy movie qui tombe complètement à plat. Alors même qu'ils ont quand même un acteur qui, je sais pas que je porte particulièrement dans mon cœur, mais qui est quand même quelqu'un qui est plutôt connu pour ça, qui est Will Smith, qui est plutôt le mec qui conjugue forme athlétique, héros de film d'action et puis surtout gros vannage. Beaucoup plus, on l'attendrait presque plus là-dessus qu'un mec comme James Caan, qui est plutôt le côté un peu plus rugueux et pas trop grande gueule, grosse blague. Brutal même. Mais brutal. Il apporte avec lui, James Caan, je pense vraiment ce côté, sec, brutal. Ouais, t'as ça et il joue, en fait c'est un peu le Nick Nolte de 48 heures. On est clairement dans un film. Moi, je pense que si j'avais vu ça à l'époque dans les années 80, je me serais dit ils nous refont le coup de 48 heures de plus avec des extraterrestres. Le temps aidant, moi je regarde ça, je me dis je prends vachement de plaisir. Et c'est, je trouve que fait pas avoir par la nostalgie quand même. Mais après c'est ce que je me suis posé pendant le film. Je me dis c'est l'exact bon moment pour voir ce film parce que quand je le regardais et en le regardant, je me disais tout est téléphoné. En même temps, moi, il y a des petites astuces de scénario que je trouve agréables. Enfin, même l'intro, le flash télé, cette sorte de télescopage. Comment sont utilisés les extraterrestres justement pour parler justement des minorités américaines. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même dans ce truc complètement téléphoné et ces conventions, mine de rien, quelque chose qui parle de la société américaine. Une astuce, sauf quand on voit la deuxième scène, c'est-à-dire la scène où d'un coup il y a la présentation des personnages, c'est-à-dire James Caan et son partenaire qui est donc un partenaire noir, où on voit bien que dès le départ, où ils sont dans la bagnole en train de se foutre de la gueule des extraterrestres, parce que le buddy movie, le moteur, c'est des contraires qui vont se marier, et James Caan étant un flic montré comme raciste, même si on n'y croit pas une seconde, on se retrouve dans une bagnole avec son équipier qui est noir et qui se foutent tous les deux, qui sortent des grosses blagues hyper racistes. Voilà, à la fois leurs blagues
sont plutôt drôles, sont plutôt où on se dit bah ces mecs sont complètement cons, mais en même temps c'est tellement drôle. En même temps tu dis l'idée passe que on est dans une société où finalement par l'arrivée de ce nouveau lumpen prolétariat des extraterrestres, les hispanos et les noirs passent d'une classe supérieure et peuvent se permettre d'être aussi racistes que les blancs, parce que eux-mêmes sont maintenant dans les classes dominantes. Donc il y a cette idée passe. En même temps, on a d'un coup une amitié, ce truc d'équipier qui passe parce qu'on les voit rigoler ensemble. Je spoil, mais effectivement, l'équipier meurt au bout de sûrement 10 minutes de film. À peine. Et forcément, on est choqué. On s'attend au truc, mais ça marche dramatiquement et on peut comprendre après le trajet du bonhomme, la peine de James Caan et puis en plus le fait que il se retrouve collé avec le mec dont on a vu qu'il a passé son temps à les débiner. Et ça fonctionne plutôt bien. Tout est téléphoné, tout est convenu, il y a absolument aucune surprise. Mais moi, c'était un vrai plaisir de regarder ça. Alors, ça ressort en Blu-ray quand même, donc chez Carlotta. Ce qui est surprenant aussi, c'est, enfin, moi je comptais y revenir aussi plus tard, peut-être même que ce soit par rapport à Armes égales de Frankenheimer ou même un chien rangé de James Foley, qui sont. Enfin, je pense toujours, on m'avait déjà parlé dans cette émission, qu'il y a des films que j'attends beaucoup plus quand même en ressortie et qui sont disponibles. Je sais qu'ils pourraient justement être édités par ce genre d'éditeur. Je suis surpris que ce cinéma des années 80 soit à ce point mis en avant en ce moment en fait, et c'est pas que ça me désole, mais ça me déçoit en tout cas un petit peu, c'est sûr. Voilà, je suis content que ce film soit disponible. Mais bon, je suis pas convaincu de l'intérêt prioritaire de cet objet par rapport à d'autres. C'est ça en fait qui peut me décevoir. On y reviendra peut-être plus tard si on a le temps. Après c'est vrai qu'il y a le truc qui est étonnant aussi, c'est que tu dis que Futur Immédiat sort donc en édition normale et Armes égales, dont on va parler plus tard, sort dans la collection inaugurée il y a 2 ans, la Midnight Collection. Et c'est vrai que tu te dis pourquoi celui-là dans la Midnight Collection, Armes égales, et pourquoi pas l'autre, alors que finalement on est vraiment dans l'esprit, même si c'est pas les bonnes années, mais on est vraiment dans ce truc de plaisir coupable avec Futur Immédiat, alors qu'Armes égales finalement est à... Moi je le trouve beaucoup plus intéressant à Armes égales. Plus intéressant, il y a plus d'audace. Il aurait peut-être mérité justement d'être entouré d'un travail critique, je pense, parce que justement à Armes égales, dont on parlera plutôt après, pour moi annonce beaucoup plus justement ce qui va se passer dans les années 80 en termes de cinéma d'action par exemple. Donc il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus intéressant en termes même de matrice dans Armes égales que là où pour le coup on est plus dans le cinéma d'exploitation vraiment. Voilà. On va enchaîner quand même malgré tout, puisqu'on est dans une émission catalogue, avec un film qui n'a rien à voir, alors qu'on aurait peut-être dû enchaîner finalement avec Armes égales, mais non, parce que je suis pas prêt. Tu crois que je suis prêt, moi? Oui, tu es prêt, tu es né prêt, évidemment, tu es né prêt. Avec le dernier face à face de Sollima, qui était déjà lui sorti dans diverses éditions DVD, que ce soit dans une BD ou autre chose, et qui là revient. Alors tu vas me dire, parce que moi du coup je n'ai pas vu cette copie, est-ce que c'est une meilleure copie quand même? Ça c'est très étonnant, parce que c'est la copie du Director's Cut, et enfin non, pas du Director's Cut, parce que sur ces années-là c'est assez compliqué de se dire que c'est un director's cut. C'est surtout que c'est la version longue, sachant que voilà, on est dans les années où les films étaient distribués dans quand même dans des copies qui pouvaient varier de 10 minutes. J'ai cru comprendre. Tu parles de ça, mais les gens ne savent pas de quand ça date. Alors déjà l'année, je pourrais même plus vous la citer, mais je crois qu'on est 66, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est peut-être un peu après, mais 67. Genre entre 66 et 69. On est quand même donc c'est du western spaghetti, enfin en tout cas ce qu'on a appelé avec un peu de dédain le western spaghetti. C'est un film de Sergio Sollima. Sergio Sollima, pour aller vite et suivant le cliché un peu critique, et donc l'un des 3 Sergio, l'un des 3 grands noms du western à l'italienne, avec évidemment Sergio Leone que tout le monde connaît, mais il y a eu Sergio Corbucci et Sergio Sollima qui ont fait d'excellents films. Alors moi je suis pas absolument spécialiste de la période, il y en a beaucoup que je n'ai pas vu. Sergio Sollima, j'en ai vu quelques-uns, c'est vrai que c'est à chaque fois hyper surprenant. On est dans un cinéma beaucoup comme le plus... Corbucci, Corbucci, parce que Leone on les connaît maintenant, puis il y en a assez peu. C'est vrai que Corbucci et Sollima, il y a encore un territoire finalement
chez nous qu'il faut découvrir, même si les films après les films sont ailleurs, mais en France justement, enfin des bonnes copies, même de certains Corbucci qui nous manquent encore. Bien sûr, je pense que c'est toujours compliqué. On nous sort, je vais arrêter après, mais Futur immédiat à Los Angeles, machin. Mais par contre, un film comme Le Grand Silence est toujours indisponible dans une bonne qualité. Il est toujours indisponible en Blu-ray. Et je me rends compte que du coup, j'ai pas fini sur ce truc de la version longue. C'est-à-dire, ils avaient une version, un master 4K pour la version courte, et le travail qu'a fait Wildside sur cette version, c'est de upgrader les scènes supplémentaires qui n'étaient disponibles que sur un support hyper détérioré. Et tu le ressens. Et tu le ressens, mais c'est des trucs que tu vois souvent dans certains DVD, les moments où, par exemple, moi je sais que les Western Spaghetti, je les regarde en VF des fois, parce que d'une part les doublages de l'époque sont plutôt cool. C'était toujours en post-pro. Et en italien, voilà, tous les films, le son direct n'existe pas en Italie. Il y a tellement de versions différentes. Des fois c'est des acteurs américains ou anglais, donc ils sont même pas, voilà, il y a pas de son direct. Même Clint Eastwood était doublé pour une poignée de dollars. Donc en VF, voilà, ça le fait très bien. Et donc sur certains DVD, des fois on regarde le film en VF et certaines scènes sont en VO italien ou anglaise parce que la seule version disponible n'avait que cette piste son là. Donc là ils ont upgradé numériquement en fait ces scènes là pour les rendre diluer un peu la différence qui pouvait exister entre les différentes sources. Ça se voit dans le film, mais c'est vrai que c'est moins brutal que ça peut l'être. Par exemple, je pense à cette sorte d'aberration du Bon, la Brute et le Truand, où ils avaient sorti une version longue, et je crois que tu m'avais parlé que Il était une fois en Amérique. Dans la dernière version, c'était assez épouvantable les différences qu'il pouvait y avoir. Ça te fait vraiment sortir du film. Oui, là pour le coup, c'était vraiment même énorme. Mais je sais que je me rappelle plus si c'était en salle ou en DVD ou Blu-ray, mais il y avait une version du Bon, la Brute et le Truand avec les scènes rajoutées où c'était juste pas possible ça a été, en termes de qualité d'image. Retravaillé depuis, mais tu te demandes s'ils ont pas rabaissé la qualité des autres images pour que ça prenne un. Donc le Bon, la Brute et le Truand, moi j'ai toujours pas vu de bonne copie du film. Ça en Blu-ray, ça n'existe pas, je crois. Enfin, en tout cas, celle que j'ai achetée, je la vends si ça intéresse quelqu'un, parce que c'est pas bon du tout, quoi. C'est pas du tout le film qu'on voyait auparavant. Les couleurs sont pas les couleurs de l'époque, carrément pas. C'est pas des couleurs qui étaient même pratiquées à l'époque, j'ai l'impression, quoi. Mais voilà. En tout cas, moi, Le Dernier Face à Face, c'est un des très très grands films du Western Spaghetti. C'est un film qui est hyper engagé à gauche, comme la plupart des films de Sollima. Un film qui explore des thématiques du western classique. On parle de la thématique du hors-la-loi, du moment où on commence à poser des clôtures sur les champs. En gros, c'est ça. Enfin voilà, ce truc qui a été exploré aussi dans le cinéma, le western classique. Ce moment où on commence à dire que voilà, l'idéal de liberté du Grand Ouest se termine, et que des gens doivent mettre les propriétaires, les grands propriétaires terriens arrivent. Et ce qui est hyper intéressant, un sujet qui en plus pas tant traité que ça au cinéma western, mais pas que western, c'est cette thématique. Pour pitcher le film, c'est l'histoire de Gian Maria Volonté, parce qu'on a deux grands acteurs, on a Thomas Millian et Gian Maria Volonté. Gian Maria Volonté est un professeur d'université ou autre chose de la côte Est, qui suite à un problème de santé, un problème respiratoire, est convié par son médecin à s'installer dans l'Ouest pour respirer un air beaucoup plus sec, parce que ça lui fera du bien pour les bronches, en fumant un petit cigarillo sous son Porsche. Et suite à des petits concours de circonstances, Gian Maria Volonté se fait plus ou moins kidnappé par un bandito, Thomas Millian, Beauregard, qui a une sorte de, pas de légende de l'Ouest, mais un bandit assez réputé. Et Gian Maria Volonté, qui est un lettré, un intellectuel, quelqu'un qui réfléchit, qui a une conscience sociale hyper affirmé, qui réfléchit beaucoup à la question du droit, à la question, quelqu'un qui nous est montré, en tout cas dans ses paroles, comme quelqu'un d'humaniste, et surtout d'une approche humaniste profondément intellectuelle, va par le contact avec cet être qui est un être de violence, qui est un être de violence, qui est un être hors la loi, qui, en étant hors la loi forcément, se livre à la violence, va être non pas contaminé, mais va lui aussi s'adonner à la violence, mais de façon complètement différente. Donc le film va jouer sur un registre très un peu à la Peckinpah, sur cette différence qu'il y a entre la violence organisée, la violence pensée, à laquelle va finir par s'adonner Gian Maria Volonté, et la violence
non pas nécessaire, mais la violence de nécessité de Thomas Millian, qui est plutôt un être du bas peuple, qui lui ce n'est pas que c'est un être d'idéal, mais s'il s'adonne à ça, c'est que voilà, c'est son idéal de liberté. Il vole, il nous est montré dans une très très belle scène d'une sorte de communauté géniale en haut d'un plateau, je sais pas où, enfin c'est filmé en Espagne de toute façon, mais où il y a tous les rebuts de l'Ouest, tous les pionniers qui sont jamais arrivés sur la terre promise, les putes qui n'ont pas trouvé de clients. Enfin, il y a un passage, je sais plus si on l'a passé ou pas, on le passera plus tard, où voilà, c'est les chercheurs d'or qui n'ont pas trouvé d'or se retrouvent, et c'est vraiment les rebuts de l'Ouest, ceux qui ont eu un rêve, qui n'ont pas trouvé leur rêve et qui finalement l'ont fabriqué en créant cette communauté. Borgard est pour eux une sorte de héros, c'est l'endroit, une sorte d'Éden dans laquelle il se réfugie de temps en temps. Et il nous est montré comme quelqu'un qui, non pas un idéal, c'est vraiment une sorte de païen, de violent, et plutôt voilà, immoral complètement, mais qui est absolu, qui va finir par, il va y avoir toute une relation, enfin le film, je vais pas trop spoiler, mais toute une relation entre les différents types de violence. On a entendu ça un petit peu en pré-générique de notre émission, mais le film déploie ça sur pas mal de registres, sans que ça soit lourd en termes de discours. En fait, est-ce que ça passe par-dessus l'action? Est-ce que ça... Je dis ça parce que ouais, la scène qu'on a passée, c'est la scène où vraiment la plus théorique, enfin qui passe par les dialogues, où les enjeux sont vraiment posés de façon vraiment très très théorique. Le film a vraiment plusieurs registres. Il est très étonnant, quoi. Il est à la fois dans l'élégie, on sent qu'on est dans ce côté un peu à la fois très western, on pense vraiment beaucoup à Peckinpah, d'autant qu'il est fait mention d'une horde sauvage que Borgard veut ressusciter, mais il y a ce sort du romantisme du Dans Mon nom et personne, il s'appelle Borgard aussi, ils font il affronte ouais, tout à fait. On sent que ça a été très marqué par Peckinpah, mais qui ne l'est pas. Et c'est attends, j'ai dit ça, mais la horde sauvage c'est 69, le film date de 67. 67, donc t'as vérifié? C'est 67. Ok, donc il a inventé ça. C'est Sergio Solima d'abord. Donc, mais en tout cas, enfin voilà, pour parler des tons du film, enfin vraiment, j'invite tout le monde à voir ça parce que vraiment politiquement, c'est hyper intéressant. C'est dans le discours sur enfin vrai, presque c'est. Quand on voit Gian Maria Volonté s'adonner à ça, on a vraiment l'impression de voir le fascisme naissant en fait, quoi. Ce côté de la violence théorisée, la violence d'État, et c'est vraiment très étonnant, très malaisant, et le film peut être très malaisant, et en même temps il y a une sorte d'élégie très propre au western, hein, de cette sorte de les hors-la-loi qui disparaissent, cet idéal de liberté des prairies sans frontières et tout ça, et du fait qu'on on pouvait les parcourir et qu'il n'y avait pas la propriété, il s'agissait de s'en emparer. Il y a vraiment une sorte de mariage de tons qui crée des sortes de collisions hyper fertiles en termes de discours sur tout le film, et en termes de mise en scène c'est vraiment fou. Il y a notamment des de personnages secondaires qui sont brossés hyper rapidement, qui sont toujours en arrière-plan, qu'on pourrait croire hyper caricatural, et qui ont des trajets mais toujours presque en arrière-plan du champ. Ils sont toujours et qui donnent une sorte de d'écho à toutes le trajet un peu idéologique qui se tisse entre tout le duo entre Borgard et Bennett, je crois il s'appelle, et qui est vraiment hyper fertile. Voilà, donc c'est un très très beau film. Le dernier face-à-face de Solima. Et j'ai pas eu l'occasion parce que ça sort dans une très belle collection de Wildside avec un petit livret rédigé par Alain Petit, qui est un grand spécialiste du western européen, et j'ai pas eu l'occasion de le lire. Ah bon. Donc ça sort chez Wildside, on est d'accord. On va écouter tout de suite justement le thème composé par Ennio Morricone. Et puis cet extrait dont tu parlais justement sur cette communauté, et on parlera après du film de Frankenheimer, À armes égales.
professeur. On regarde danser les fantômes. Oui, et plus je les regarde, plus ils m'étonnent, mais je les trouve bien vivants pour des fantômes. On voit que vous ne connaissez pas leur passé. Dites-vous que la Piedra de Fuego est le refuge de ces épaves. Chasseurs de buffles sans buffles, gardiens de bétail sans bétail, chercheurs d'or sans or. En un mot, toute l'écume des pionniers de l'époque romantique, qui refusent d'accepter le télégraphe, les chemins de fer, tout ce qui s'appelle le progrès. Et je n'ai jamais vu de gens plus réels, ni plus libres, plus vivants, ni plus heureux. On va revenir après donc cette musique d'Ennio Morricone et puis ce dernier extrait, dernier face à face de Solima. On va revenir sur Arms Egal The Challenge donc de John Frankenheimer qui date de 82. On a raté encore une occasion de faire une émission spéciale Frankenheimer puisque il y a quelque temps était sorti chez Whiteside aussi un coffret avec l'évadé d'Alcatraz avec Barbara Caster, ne pas se tromper. Le prisonnier d'Alcatraz. D'ailleurs, pour ça que je me trompe, alors que l'évadé c'est Don Siegel et Clint Eastwood. Et alors que du coup à Armes égales, on arrive sur la fin déjà de carrière de Frankenheimer, même s'il va continuer à tourner jusque dans les années 2000. Quand même Ronin. Oui, voilà. Et je n'ai pas vu. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on fait pas une spéciale Frankenheimer, c'est que moi j'ai pas eu le temps de me remettre, par exemple, tout ce qu'il a fait pour la télévision. Il a terminé sa carrière en faisant des films pour HBO qui apparemment sont très bien. Par exemple, il a fait beaucoup de télévision. Il a démarré par ça de toute façon Frankenheimer, et puis il a fini par ça. Et apparemment, voilà, ses derniers pour HBO étaient très très bien. Et là, ça arrive ce film-là après fin des années 70, pas facile pour Frankenheimer. Alors même que, on va pour ceux qui connaissent pas du tout le bonhomme, juste rappeler que donc il démarre à la fin des années 50, télévision, il a fait assistant pour Lumet, et puis dans les années 60, il va enchaîner quelques films extraordinaires comme The Manchurian Candidate ou 7 jours en mai, et puis surtout Seconds, l'opération diabolique, des films d'ailleurs qui ne sont pas encore sortis chez nous en Blu-ray, par exemple. Donc on aura Opération Diabolique, on en avait parlé. Il était ressorti en salle, par le film. Ouais. Donc on aura peut-être l'occasion de revenir encore sur Frankenheimer de toute façon quand ces films-là reviendront vers nous, pour revenir sur cette période des années 60 où là pour le coup il a vraiment eu un vrai âge d'or. Et puis c'est vrai que dans les années 70 il a pas fait que des mauvaises choses, mais bon, au fur et à mesure. Il a aussi fait la suite de French Connection qui est hyper bien. Justement, voilà, dans les années 70 il a fait ça, quoi. Ça doit être 74, 75 peut-être bien. Et puis voilà, le bonhomme était quand même un peu alcoolique. Il avait tendance surtout à boire entre ses tournages, un peu la John Ford. Quand il tournait pas, du coup il picolait, et au moins de tourner ça le maintenait à flot sans boire. Et mais il a eu des soucis avec ça. Alors je ne sais pas si c'est pour payer sa désintox ou son alcool, mais il a accepté à la fin des 70 et notamment en 79 donc de faire Prophétie, un film d'horreur que je n'ai pas vu. Enfin un film d'horreur, je dis un film d'horreur, mais je l'ai pas vu. C'est juste le titre qui me donne l'impression que c'est un film d'horreur. Apparemment c'est pas très bien. C'est un film sur Jésus. Ça a été un non pas du tout, c'est un truc avec on reste dans le domaine quand même de pas forcément de la machination, mais en tout cas de l'expérience qui souvent politique ou qui va transformer qui va apporter de la paranoïa, des choses comme ça. Dans le thriller psychologique ou politique, il a excellé là-dedans, et c'est vrai que sans lui il n'y aurait pas eu non plus les films de Pakula dans les années 70, des choses comme ça. Il a lancé quelque chose de très très fort, et c'est vrai que les films des années 60 sont importants pour ça, et 7 jours en mai par exemple, ou The Manchurian Candidate, Un crime dans la tête, c'est assez fascinant pour ça. Mais donc voilà, ça se perd un peu dans les années 70, et donc voilà, The Prophecy en 79 est un gros échec à tous les niveaux, qui va peut-être l'enfoncer un peu plus là-dedans dans cet alcoolisme, et il répond encore à une commande avec The Challenge, qui donc est un film d'arts martiaux, un film d'action, clairement, qui va tourner au Japon. Il faut savoir que la seule tête d'affiche américaine, c'est Scott Glenn, son premier, l'un de ses rares d'ailleurs rôles principaux, Scott Glenn, le malheureux, qui aurait bien aimé être un Carradine ou quelque chose comme ça, et qui va être cantonné jusqu'à aujourd'hui encore à des seconds rôles finalement. Il est toujours vivant, lui? Ah oui, il continue. Il joue dans Castle Rock par exemple, la série adaptée de l'univers de Stephen King, mais avec un second rôle encore, avec Sissy Spacek. Ça fait un peu mal au cœur de les voir dans des seconds rôles, mais ils sont
très bien. Enfin, Scott Glenn, c'est pas un mauvais acteur du tout. Il a, je pense, Scott Glenn, son fait de gloire, c'est l'étoffe des héros. C'est l'étoffe des héros surtout, oui. Il a joué après avec plein de gens très bien, avec Robert Altman, avec Clint Eastwood, dans des seconds rôles toujours. Je pense que ce qu'il a le plus plombé, Scott Glenn, c'est dans les années 80. Donc ce film-là, The Challenge, déjà, à armes égales, qui a pas été un succès du tout, hein, puisque Frankenheimer, pendant 20 ans, il a plus de succès, en fait, finalement. Il y a eu ça, et puis dans les années 80, quelques années après, il a fait aussi Man on Fire. Man on Fire, donc, qui a été réadapté plus tard par Tony Scott avec Denzel Washington, et qui est un excellent film, hein, d'ailleurs. Sauf que là, c'était Eli Chouraki. En fait, Denzel Washington, il est spécialiste dans les remakes de Frankenheimer, parce que La crème dans la tête, c'était aussi avec... de Jonathan Demme, et c'était pas très bien d'ailleurs. Mais oui, et du coup, voilà, Eli Chouraki, Scott Glenn, tu vends du rêve. Hein. Vous imaginez le résultat. J'ai essayé, mais c'était très très ennuyeux. Mais je le reverrai quand on fera une spéciale Tony Scott, ce qui arrivera évidemment bien jour. Avant la spéciale Eli Chouraki. le fait est que voilà, du coup, Monsieur Frankenheimer débarque sur ce film. Il va tourner au Japon. Il y a des choses qui lui plaisent au Japon, mais là, pour le coup, sur ce film-là, contrairement à ce qu'il a fait dans la décennie précédente, il va se mettre à picoler sur le tournage aussi. Ce qui va pas forcément apporter que des mauvaises choses. Scott Glenn va se plaindre notamment sur le tournage à Toshiro Mifune, qui partage l'affiche avec lui, puisque, comme je disais, c'est Scott Glenn le seul acteur américain quasiment du film, et les autres sont japonais. Tu peux pitcher le film quand même. Le film se passe au Japon. Pas très connu. Je vais le pitcher. T'as raison, avant d'ailleurs de préciser les griefs de Scott Glenn par rapport à Frankenheimer. C'est l'histoire d'un gros paumé, un type minable à Los Angeles, qui se fait taper dessus dans les salles de boxe. Les boxeurs, pour gagner dans un film américain, donc c'est un paumé, un loser. C'est un gros. Dans un film américain, c'était un boxeur. C'est un gros loser qui se fait engager par un handicapé physique pour transporter un sabre au Japon, un sabre qui aurait de la valeur au Japon. Et puis il va se rendre compte très très vite, hein, ça c'est vraiment dans quelques minutes, le film en termes d'écriture dans l'introduction est extrêmement efficace, qu'il a été utilisé comme comment on appelle ça pour tromper l'ennemi, justement, qui veut récupérer ce sabre très important. Et il va être baladé entre deux clans, deux frères qui se font la guerre. L'un d'eux est Toshiro Mifune, donc vraiment rien quoi, quelque part. vit dans la tradition japonaise, dans un vieux temple, selon les vieilles coutumes, et il tient à son honneur plus que tout. Et son frère, donc Toshiro Mifune, qui tente de voler ce sabre qui appartient à la famille depuis plusieurs siècles, lui vit dans un autre temple, mais un temple moderne, gigantesque. C'est l'un des hommes les plus puissants. C'est l'homme le plus puissant du Japon, qui possède des cinquantaines de compagnies, riche d'1 milliard, et qui lui aussi veut récupérer ce sabre parce que c'est la seule chose qu'il ne possède pas. Et ils se font la guerre, ils veulent récupérer ce sabre à tout prix. Et Scott Glenn, cet Américain con comme un balai, prétentieux, qui ne respecte rien, ni aucune coutume, ni aucun honneur, qui est prêt à vendre son cul pour quelques dollars, va se retrouver entre ces deux-là. Est-ce que je choisis le pognon? Est-ce que je choisis cet honneur que je ne comprends pas et ce mode de vie traditionnel, ancestral, dont je me fous royalement? Qu'est-ce que je vais choisir? Ce que je trouve en fait finalement très intéressant, surtout parce que c'est pas amené de façon lourdingue. C'est là où je voulais en venir avec les griefs de Scott Glenn, qui lui s'était a priori engagé sur un film où il y voyait justement des relations de père à fils entre personnages et plein de belles choses pour que tout le monde puisse se rendre compte de son talent d'acteur. Et il s'était plaint à Toshiro Mifune de ça, de oui mais là dans le scénario il y a cette scène là, et puis finalement ils ont coupé la moitié, et puis on est en train de faire un film d'arts martiaux. C'est nul. Et Toshiro Mifune lui avait dit bon bah écoute, t'as qu'à profiter du Japon, et puis c'est tout quoi. Sauf qu'en voyant le film, tu te rends compte que tout ce que voyait Scott Glenn dans le scénario, moi je l'ai retrouvé en filigrane totalement, sans que Frankenheimer ait besoin d'étaler des pages de dialogue en fait, et juste via quelques séquences, quelques regards, n'importe quoi en fait, tout ce que Scott Glenn qui peut-être mérite de ne pas être la star qu'il aurait voulu être, avait vu c'est là en fait, c'est dans le film, ça passe via des séquences même d'action que je trouve assez chouettes, des scènes de course-poursuite, des scènes d'initiation, puisque ce qui m'a plu aussi, on aurait
j'avais peur de tomber dans un objet convenu comme Los Angeles futur immédiat ou comme un chien enragé justement de James Foley, dont on parlera peut-être si on a le temps, voilà, où vraiment on sent venir le trajet des personnages, on sait exactement où ils vont arriver, et c'est vrai qu'en voyant à armes égales, on sait aussi très bien comment ça va se terminer, on sait aussi très bien lequel des deux frangins Scott Glenn va choisir. Il y a pas de mystère là-dedans, mais Frankenheimer réussit à faire passer ça déjà via des images et non via des longs discours, ce qui fait beaucoup de bien. Et via un trajet pas si évident. Via un trajet pas si évident que ça. Trajet scénaristique. Ouais. C'est ça. Et ce que dit le Toshiro Mifune a une fille, par exemple, il y a une histoire d'amour justement avec Scott Glenn et la fille, pareil, truc très convenu. Mais elle dit à un moment à Scott Glenn que son père utilise toujours des moyens détournés pour dire quelque chose ou pour arriver à ses fins. Et en fait, le film fonctionne sur le même trajet que ce personnage de Toshiro Mifune, et donc on est en 82, et va aussi initier initier peut-être pas, mais en tout cas mettre en exergue vraiment des séquences, des situations qui vont être réexploitées à tire-larigot dans tout le cinéma d'action des années 80, notamment le cinéma de Van Damme ou de Steven Seagal par exemple, qui est d'ailleurs conseiller technique du film, hein. Steve Seagal a été conseiller arts martiaux de ce film, c'était avant qu'il fasse acteur. Étonnant. Sur notamment, voilà, on va passer justement de ce personnage de course-poursuite en fuite, le paumé, moi je pense à Kickboxer beaucoup, et on va passer à l'initiation aussi, voilà, découvrir le respect, la tradition. On pourrait croire qu'on va retomber dans un truc de vieux con, et finalement ce qui est très très chouette dans la dernière partie du film, ce que j'ai trouvé très très chouette, c'est comment Frankenheimer et les scénaristes sans doute d'ailleurs ont réussi en tout cas ont cherché à vraiment mêler le moderne et le traditionnel. C'est-à-dire qu'on était parti pour un affrontement vraiment entre le traditionnel qui était plein d'honneur et qu'on pouvait respecter, et puis le moderne qui est cet objet que nous montre très tôt Frankenheimer dans le film, qui fait peur parce qu'on est dans cet immeuble par exemple du méchant, où on est sous surveillance constamment, où ils utilisent des méthodes évidemment de mafieux pour arriver à leur fin, donc méchant contre gentil grosso modo, voilà. Et finalement, dans la séquence d'action finale, donc ce qui va passer vraiment sans dialogue, dans une séquence d'action, Scott Glenn lui abandonne le sabre et tout ça, et va passer vraiment à l'action moderne avec la mitrailleuse, tout ça machin, accompagné de Toshiro Mifune qui lui est dans son costume de vieux japonais avec son sabre, et ils vont se battre côte à côte en faisant union. Et via cette scène d'action, finalement, il arrive à réconcilier justement ce traditionnel et ce moderne. Sans dire l'un est mieux que l'autre, et en évitant ce vieux conisme dans lequel il aurait pu très très facilement tomber en fait. Il y a beaucoup de choses comme ça qui moi finalement m'ont beaucoup surpris, même si le trajet même des personnages évidemment était extrêmement convenu, mais là il y a quelque chose qui est ressorti de ça qui m'a surpris, donc ça m'a aidé à suivre le film avec beaucoup de plaisir. Les scènes d'action sont très très chouettes. Je pense d'ailleurs, avant de te laisser la parole pour dire ce que t'en penses, à des scènes au début du film, une course-poursuite quand enfin Scott Glenn arrive à s'enfuir parce qu'il a été kidnappé, et il y a une course-poursuite dans une poissonnerie au Japon, enfin dans un marché japonais avec forcément des poissons puisqu'on est au Japon. Et la séquence la course poursuite est très très chouette, il se balance des soupes à la gueule, des poissons à la gueule, ça machin, et ça m'a fait penser à une autre course poursuite dont je voudrais parler quand même, d'un film de Frankenheimer qui date de quelques années après, en 88-89, Dead Bang, un film qui est pas forcément terrible, avec Don Johnson qui doit infiltrer, je crois, des néo-nazis, une connerie comme ça, à Los Angeles aussi, un flic dans un sale état, alcoolique, tout le bordel. Et il y a une séquence poursuite qui moi m'a marqué profondément dans ce film, qui est con, hein, c'est vraiment très très con, mais c'est un truc que j'avais jamais vu et que j'ai pas revu depuis. Donc t'as Don Johnson qui doit poursuivre un type à pied dans les rues de Los Angeles, et il a une gueule de bois monumentale. Je me demande s'il est pas, peut-être qu'il est encore un peu bourré, mais en tout cas il a mal à la gueule parce qu'il a trop picolé, et il court après ce type, et c'est très difficile. La course poursuite est vraiment douloureuse pour lui, et on te le fait ressentir quoi. Il arrive finalement à choper ce bonhomme et à le plaquer au sol dans la rue, alors qu'il est en train de cracher ses poumons, il a mal, et il le plaque au sol, il se met sur lui et il lui vomit dessus. et en fait ça m'a j'ai trouvé ça merveilleux. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils vont télécharger ce film directement. Dead Bang de John Frankenheimer, c'est le genre de séquence que j'aurais
j'aurais même pas espéré la voir dans Une journée en enfer, par exemple, où tu vois Bruce Willis pareil avec sa gueule de bois. Il devrait à un moment justement en train de dégueuler dans une poubelle. Et ben en fait, Frankenheimer l'a fait avec Don Johnson. En plus, Don Johnson, Philippe Miami, tout ça machin. Et il le fait dégueuler sur le bonhomme qui vient enfin de choper. Et je trouve ça super. Et voilà, c'est ce genre de séquence en fait que je peux attendre dans un film de Frankenheimer finalement. Non, moi après j'ai adoré ce film. Enfin j'ai ressenti un plaisir assez voisin entre Futur et Immédiat et celui-là, même si je le mets vraiment sur un stade supérieur à armes égales. Pour ce que t'as dit, je vais abonder dans ton sens, c'est vraiment ce côté, enfin cette juste distance que j'ai l'impression qu'a Frankenheimer sur la culture japonaise. J'ai l'impression que le film échappe beaucoup au folklorisme, mais parce que alors il arrive quand tu rentres dans le film, pourtant tu te dis putain, il est en train de faire le touriste, à montrer les arbres en fleurs, tout le bordel. C'est ça. Tout est là. Enfin, il y a tout. Enfin, il y a les costumes de samouraï, les combats, les trucs de Bushido. Enfin, tout. Il y a tous les machins. Mais il y a vraiment un truc où tu sens pendant tout le film que en termes de mise en scène, Frankenheimer est à juste distance pour ne pas filmer ça de manière romantisme et justement romantique pour faire vraiment, le touriste quoi. Ouais, pour faire la carte postale. Et pour faire la carte postale et puis voilà pour justement non pas vraiment épouser le point de vue de son personnage principal qui lui est fasciné par ça, mais je trouve qu'il y a vraiment une question de distance et que c'est même pas une distance documentaire genre c'est là je le filme parce qu'il s'agit de la recréation, mais il y a ce truc où ça existe, c'est là, effectivement c'est que je le reproduis. Alors peut-être qu'il y a une sorte il y a forcément, si t'es adepte ou t'es très connaisseur de la culture japonaise, tu peux dire il y a des manquements, mais si tu connais rien de ça, je pense que si tu vois ça en termes de cinéma, de mise en scène, tu vois la chose et tu te dis il y a une sorte d'altérité absolue en fait, d'altérité absolue de cette culture-là et du point de vue du film qui serait le point de vue moderne et qui se passerait dans un monde avec un fonctionnement hyper différent et qu'on ne chercherait pas à montrer tous les tenants et aboutissants. Ça reste un monde sous cloche. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à la police à aucun moment. T'as l'impression qu'il n'y a pas de flics au Japon, ce genre de choses. Enfin, on reste dans un monde sous cloche justement de ce cinéma d'action finalement. C'est là que le film a aussi un peu le cul entre deux chaises. On a Frankenheimer qui est un vieux de la vieille. Le cinéma d'action américain est pas encore installé. On n'a pas encore tous les codes justement du cinéma d'action américain des années 80. Hein, je parle. Il a le cul entre deux chaises à ce niveau-là. Il a un petit monde sous cloche mais qui est conscient de ça en fait. Ouais, je pense. Ouais. Et c'est vrai on parlait tout à l'heure du western et finalement c'est une thématique qui est relativement voisine. Cette thématique du hors-la-loi qui avait ses propres lois du coup et qui s'opposait aux lois du monde moderne ou du monde moderne qui arrivait et qui chez Peckinpah ou chez d'autres où on a vraiment une sorte de presque d'exploration on épouse le point de vue de ces hors-la-loi là. Là, c'est comme si le film en lui-même avait le point de vue de Scott Glenn qui regardait ça, qui ne comprenait pas. La mise en scène est au diapason, elle les regarde, elle ne les comprend pas, elle ne comprend pas leur logique et c'est très très bien comme ça dans le film. C'est qu'on se retrouve devant un sentiment assez rare au cinéma et qui est hyper important, c'est que se dire on est dans un environnement on ne comprend pas, on sent qu'on le trouve beau, mais ça c'est un sentiment de notre propre fait quoi. Enfin, c'est pas la mise en scène et c'est marrant parce que je pense que si le film, s'il avait filmé tout le scénario, on serait tombé dans le folklore en fait quoi. Donc d'un coup on aurait eu cette relation entre Scott Glenn et le petit-fils de Mifune ou peut-être en tout cas un des membres de sa famille. Il y aurait des discussions où le petit-fils lui aurait expliqué des choses et certes d'un point de vue d'un point de vue plus conventionnel au niveau dramatique, il y aurait peut-être une relation plus suivie parce que d'un coup il y aurait eu des points de commun et on aurait compris. Parce que là il y a des personnages qui disparaissent. Là on sent bien qu'il y a une logique dramaturgique en termes de construction de personnages qui classiquement n'est pas cohérente. Enfin, les personnages sont là, disparaissent et ils existent. Mais en fait, ça crée ça. C'est que les personnages existent. On est là, on les regarde. Et on ne les comprend pas forcément. On les aime, on les aime pas. C'est même pas important. C'est que ils sont là et ils sont complètement autres que nous-mêmes, quoi. Et et moi, je trouvais ça assez fort dans le film. Et c'est très prenant. Moi, j'étais surpris surtout
Voilà, de retrouver ce rythme, j'avais peur de ça justement, d'avoir un film charcuté et puis qu'il y ait des soucis vraiment, étant donné que l'écriture aussi a été hachée, voilà, de perdre en intérêt vraiment dans le film. Et c'est vrai que moi j'aurais bien coupé un bon quart d'heure finalement dans le film sur une troisième partie sur les 4. Voilà, il y a des moments bon, mais et c'est pour ça le film est pas du tout exempt de défauts, mais je trouve beaucoup plus intéressant que, et là il sort dans une collection, donc Midnight Collection pardon, chez Carlotta. Il méritait enfin voilà, j'ai l'impression que c'est un peu des rebuts, enfin pas des rebuts, c'est pas bien ce que je dis, mais qu'on essaie de le mettre dans une case alors que pour moi il rentre pas vraiment dans cette case là. En tout cas, il rentre pas, enfin dans tous les titres qui étaient plutôt très bien de cette collection là d'ailleurs. Oui, il y avait Maniac Cop, il y avait toutes les merde, j'ai oublié, les Basket Case, il y avait Exterminator, vraiment des films d'exploitation justement, mais on a l'impression que ça fait une exploitation arts martiaux alors que moi j'ai pas eu ce sentiment-là du tout. Enfin, la qualité du film n'est pas du tout dans l'exploitation. Mais c'est vrai qu'il est un peu entre The Yakuza de Pollack et puis justement les films d'arts martiaux mais il est entre les deux. Il fait le lien vraiment entre justement ce cinéma des 70 et ce cinéma d'action des années 80. C'est ce genre d'objet qui moi m'intéresse. Comment on est passé du cinéma d'action des années 70 entre guillemets à celui des années 80. Et je pense qu'il y a ce genre de film qui montre comment font le trait d'union, quoi. Qui font le lien. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu veux dire un rapide mot sur quelque chose comme Un chien enragé par exemple? Ah oui, bah donc pour continuer l'émission catalogue, en 2 minutes. En 2 minutes, moi comme Un chien enragé, pareil, je partage avec toi le fait que ce film-là, chaque fois que je le vois, je me dis mais je l'ai déjà vu, je crois, et puis et je pense que chaque fois je l'oublie, donc je le regarde. C'est James Foley qui date. C'est James Foley. Pareil, années 80, début années 80. C'est plutôt un film assez bien coté et tout ça parce que il a tous les atouts. Juste pour dire, c'est celui qui a réalisé dernièrement par exemple les suites de 50 nuances de Grey. Et le film donc là est un produit Sean Penn qui a la chance d'avoir Christopher Walken aussi dans son casting. Bah, c'est un peu ça. C'est là où moi le film je trouve intéressant. Effectivement le film en lui-même. Effectivement, c'est un aura. Moi, je me rappelle qu'à chaque fois que j'ai vu ça, j'ai suivi ça sans trop de déplaisir, mais en m'ennuyant, légèrement, quoi. Il y a une sorte de redite façon 70-80 et plutôt 80 de faire un mélodrame style The Outsiders ou La Fureur de vivre, un lien entre un adolescent ou un très jeune qui a une sorte de fureur de vivre. C'est très marqué James Dean parce que même de l'Est des Dead, des choses comme ça. Là où le film est très intéressant, mais là c'est pas le film qui est intéressant, c'est le regard qu'on peut avoir sur lui, c'est que ce que ça dit sur les trajets d'acteurs. On sait que en général, c'est pas du teen movie, mais ce récit de rébellion, ce récit de parricide, ce récit d'un fils qui est en butte avec ses parents, très Elia Kazan, très Nicolas Ray. Il y a une vraie lignée dans le cinéma américain de films comme ça. C'est écrit par le fils d'Elia Kazan d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs en plus oui. OK. Et là et Sean Penn, on sait quel type d'acteur c'est, on sait que c'est un acteur qui se réclame un peu de la méthode et compagnie, un acteur avec toutes les lettres en majuscules. Là, il fait le chien fou. Oui, mais et on voit très bien où est-ce qu'il veut en venir. Bien sûr. Non, mais moi, Sean Penn, voilà, moi, c'est pas un acteur que j'aime beaucoup, quoi. Il m'handicape certains films que j'adore. Hein. Je pense à L'Impasse. Des fois, je me dis putain, mais Sean Penn, c'est pas possible, quoi. En roue avocat, j'ai du mal, et pourtant, j'adore le film. Et parce que c'est un acteur transformiste. Chez De Palma, il est pas bon en général, quand même. Oui, même dans le, oui, c'est ça que tu disais je sais plus c'est quoi outrage. Voilà. Et moi, à chaque fois, Sean Penn me dérange dans son dans le volontarisme de l'acteur, quoi, de genre je vais vous montrer que je vais tout donner et c'est pas possible. Et en fait moi ce qui m'intéresse vraiment là-dedans c'est que il y a Christopher Walken et là pour le coup Christopher Walken tu dis là c'est un acteur génial avec un génie au sens propre, quoi, c'est-à-dire le génie, le mec qui invente en direct quelque chose qui est complètement dingue. Et je sais que pour le coup le DVD qui a un appareillage de bonus un peu plus important, James Foley revient un peu là-dessus que finalement ça c'est pas si bien passé que ça entre Sean Penn et Christopher Walken. Sean Penn était casté dès le départ, c'est lui qui amène le projet. Christopher Walken, ils le prennent lui. Et dans la scène finale qui est assez reconnue dans le film, c'est clair et net que là on a Sean Penn qui a un jeu très convenu, même si on a l'impression qu'il donne tout, et qu'en face de lui il y a Christopher Walken qui a un type de jeu hyper curieux et qui est magistral. Enfin, c'est même pas le mot magistral, c'est que c'est incroyable le type de jeu qu'il a. À la fois, il est dans son personnage, à la fois, il est complètement ailleurs. À la fois, on sent qu'il se passe un truc entre les deux types de jeux. Et en termes
un film qui raconte l'histoire de son tournage. C'est hyper intéressant de voir cette scène-là, le type de jeu différent qu'il y a, en sachant que bah voilà, entre les deux, il y a eu un truc un peu bizarre, quoi. On peut terminer en disant vive Christopher Walken, qui est un des plus grands acteurs du monde. C'est dommage de le voir cabotiner dans des merdes depuis quelques années, mais ça reste un des plus grands acteurs du monde. On va se quitter avec un dernier extrait de Futur Immédiat, Los Angeles 1991. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Antonin d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez évidemment retrouver les émissions du Cinéma est mort sur le site de Canal B et puis aussi normalement sur le YouTube du Cinéma est mort. Encore une fois, merci. À très bientôt. Ciao. Des bisous. Il y a un tas de choses que nos peuples ignorent sur nos façons de vivre l'un et l'autre. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Je veux dire, vous venez d'une autre foutue planète pour être à la ligne. Vous vous comportez étrangement avec nous, vous les humains. Vous nous invitez à vivre avec vous sur un pied d'égalité que nous n'avons jamais connu auparavant. Vous nous donnez pour la première fois le pouvoir sur nos propres vies. Et vous n'exigez pas plus de nous que vous n'exigez de vous-même. Vous comprenez, j'espère, combien votre monde est exceptionnel. Et quel peuple unique vous êtes, vous les humains. Voilà pourquoi il est d'autant plus pénible et déconcertant pour nous que seul un petit nombre d'entre vous soit capable de vivre en plein accord avec les idéaux que vous êtes vous-même fixés. Comptez pas sur moi, Georges, j'ai jamais eu aucun idéal. Vous avez raison, Georges, tout à fait raison.